wonder what happens when you mix hot lava and chicken? I did, and you're about to find out. La 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 lava, chicken. Steve's lava chicken, yeah, it's tasty as hell. Ooh, mama, see now you're ringing the bell. Crispy and juicy, now you're having a snack. La la lava chicken, tasty as hell. Ooh, mama, see now you're ringing the bell. Crispy and juicy, now you're having a snack. Ooh, super spicy, it's a lava. Flint and steel, 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 flint and steel. I'm Steve. Flint and steel, 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 flint and steel. I'm Steve. Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite de bonnes et heureuses fêtes de fin d'année 2025, avant de passer à l'année 2026. Et comme chaque année, on va attaquer le bilan de mon année cinéma, où à chaque fois je fais 3 vidéos à chaque fin d'année. Et cette année, du coup, on va commencer avec ma vidéo de récapitulation, où je vais essayer d'aborder rapidement, pour pas faire des vidéos trop longues non plus, tous les films que j'ai vus en cette année 2025, mais dont je n'ai pas encore parlé sur la chaîne, et dont je ne parlerai pas dans de prochaines vidéos. On commence avec Better Man, le premier film du coup de 2025 que j'ai vu, le biopic musical, voilà, comme on en a plein d'autres, comme il y en a eu plein, sur Robbie Williams, un chanteur que je connais pas du tout, mais dont j'ai déjà entendu le nom, sauf que cette fois-ci dans le biopic, Robbie Williams est joué par un singe en 3D, ce qui est assez particulier, et le film, je l'ai pas surkiffé non plus, mais il était bien fait, il était bien réalisé, il y avait de bonnes scènes de comédie musicale, de bonnes scènes de danse, il y avait une bonne mise en scène. C'était spécial, mais voilà quoi, ça passait. Companion, un film avec un robot, voilà, sans trop vous spoiler, et c'était pas mal. The Brutalist, le film dont tout le monde parlait à la dernière cérémonie des Oscars, et oui, le film est bien sorti cette année, hein. Il est sorti fin 2024 aux États-Unis, donc c'est pour ça qu'il a été à la cérémonie des Oscars de cette année, mais chez nous, il est sorti en 2025, et depuis que le film n'a pas eu Oscar du meilleur film, tout ça, et du meilleur réalisateur, et tout le monde l'a oublié, hein. Je suis sûr que la plupart d'entre vous avaient même oublié que le film était sorti cette année, hein, mais il est bien sorti cette année, hein. C'est typiquement le genre de film à Oscar dont tout le monde parle pendant 2-3 mois parce que ah waouh, c'est fantastique et tout, peut-être qu'il va gagner l'Oscar, et au final, comme il n'a pas gagné, le film est complètement tombé dans l'oubli, hein, donc ça montre un petit peu que le film était peut-être pas si intéressant que ça. Et le film en soi, bon, là, je me moque un peu du film, mais c'était long, mais je me suis pas ennuyé, c'était pas désagréable. J'ai juste été un peu déçu, entre guillemets, un peu surpris, que pour un film qui s'appelle Le Brutaliste, donc qui est donc sur un architecte, et au final, le film parle pas d'architecture, en fait. C'est pas tant que ça, il parle même pas vraiment d'art, c'est plus un film sur l'immigration et le racisme et l'ostracisme, à travers du coup un architecte, qu'un film sur l'architecture, et du coup au final c'était de l'architecture et tout, de construire des bâtiments et tout, c'est pas vraiment au cœur du film, et du coup au final le film était bien fait, mais ça m'a pas beaucoup intéressé ce qui se passait. The Monkey, un film d'horreur, plutôt comédie horreur je dirais, et c'était vraiment pas mal pour le coup, c'était drôle en effet, l'humour marchait bien, et quand il y avait du gore aussi, quand il y avait du sang, ça marchait bien aussi. Mercato, un thriller français autour du football, avec Jamel Debbouze, donc dans un rôle qui change de ses comédies qu'il fait d'habitude. Et le film était vraiment cool, hein, j'ai plutôt bien aimé, hein, je vous le recommande hein, si vous l'avez pas vu. Ensuite on a Mickey 17, le nouveau film de Bong Joon-ho après Parasite. Le film m'a pas fasciné, mais c'était pas nul. Quoi, voilà, ça m'a pas beaucoup intéressé ce qui se passait dans le film, et il se passait pas grand chose je trouvais justement, mais voilà quoi, c'est bien fait, mais ça m'a pas du tout intéressé. Après The Insider, donc c'est le deuxième film de Steven Soderbergh, il en avait fait 2 cette année, j'en avais critiqué un, et là celui-là c'est un film d'espionnage avec Michael Fassbender, qui était vraiment pas mal, hein, moi j'ai pas mal aimé.
Prosper, une comédie française avec Jean-Pascal Zadi. C'était plutôt bien, hein, de toutes les comédies françaises qu'il y a eu cette année, c'était une des plus réussies, en tout cas parmi toutes celles que j'ai vues, et c'était vraiment sympa, c'était amusant, c'était cool. Le salon du barbecue. Novocaine, après, c'était plutôt sympa, hein, ça marchait bien. Le joueur de Go, donc c'est un... Comme son nom l'indique un peu, c'est un film japonais sur un samouraï qui joue au Go, évidemment, voilà. Je suis allé voir ça pour voir quelque chose d'un peu différent de ce que je vois d'habitude. Et le film était, en termes de rythme, était un peu long à certains moments, mais ça passait bien, j'ai bien aimé. Après, il y a le film Minecraft, ou Minecraft le film plutôt. J'ai trouvé le film divertissant. Je trouve que la plupart des critiques que j'ai vues sur le film sur internet, qui sont très sévères sur le film, un peu trop sévères je trouve, parce que je trouve que le film se prend pas non plus ultra au sérieux, donc faut pas non plus le prendre au premier degré. C'est un gros délire avec Jack Black, tout ça, ils font des blagues, ils font un peu n'importe quoi et tout, mais c'est le délire du film. Et moi je note que c'était quand même divertissant, hein, au moins c'était mieux que pas mal de blockbusters américains de ces dernières années que j'ai vus, qui se prétendaient fun et divertissants, mais qui au final ne l'étaient pas du tout. Là au moins, Minecraft, ça au moins c'était fun. Moi j'ai trouvé ça fun. Après oui, le film se veut aussi comme une comédie, puisqu'il y a des blagues tout le temps, et j'ai pas rigolé à la plupart d'entre elles. Hein. T'as une blague à la fin où t'as la méchante essaye de poignarder Jack Black, ça c'était marrant. J'ai rigolé à 2-3 moments, mais bon, voilà, l'humour, c'est pas ce qui m'a fait le plus rire, mais le film était quand même fun. Sinners, le nouveau film de Ryan Coogler, qui avait fait les deux Black Panther. Le film était pas mal, hein, j'ai bien aimé, j'ai pas autant aimé que pas mal de gens sur internet, mais c'était vraiment sympa. Le mélange des genres, le nouveau film de Michel Leclerc, qui avait fait une comédie en 2019 que j'avais beaucoup aimé. Son autre film en 2022, là, Les goûts et les couleurs, j'avais pas trop aimé, c'était assez ennuyeux, ça m'avait pas du tout plu. Et là par contre il est revenu avec une comédie, le mélange des genres, qui était vraiment drôle pour le coup, ça c'était plus fun, c'était cool, ça j'ai bien aimé. Ange et compagnie, alors ça c'est une comédie française un peu fantaisiste, enfin non même totalement fantaisiste, hein, c'est avec des anges gardiens. Ton nouveau bureau. Ici tu vas enfin pouvoir contrôler le destin de l'humanité. À tout hasard, est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de m'emmener vers le sud? Si tu l'emmènes pas, ta mère va mourir. Oui, moi. Et le film marchait bien, hein, c'est une comédie française qui change de la plupart, qui change de toutes celles qu'on peut voir d'habitude, et pour ça c'était très bien. Et aussi en soi le film marchait bien, les blagues étaient bien, la mise en scène passait bien, c'était bien dans l'ensemble. Après Destination Finale Bloodlines, donc le Destination Finale 6, alors que le 5e était censé être le dernier, hein, même le 5e film se vendait vraiment comme la fin de la saga, donc la fin totale de la saga. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas appelé ce nouveau-là le Destination Finale 6, mais qu'ils lui ont donné un sous-titre. Et c'était sympa sans plus, voilà. Contrairement à d'autres sagas d'horreur comme Scream ou Saw, qui sont bien meilleures, Destination Finale ça n'a jamais été... Enfin, c'est pas vraiment une saga que je portais beaucoup dans mon cœur, mais c'était sympa sans plus. Et ce nouveau, il est pareil, quoi, sympa sans plus. The Phoenician Scheme, je crois que ça se prononce comme ça, donc c'est le nouveau film de Wes Anderson. Et j'ai pas adoré, mais j'ai quand même préféré ça à ces deux derniers, quoi. Le Asteroid City et le The French Dispatch, que j'avais trouvé assez moyen. Là, pour le coup, celui-là, je l'aime un peu plus. Voilà, je retrouve pas le Wes Anderson de L'île aux chiens, tout ça, de Grand Budapest Hotel ou de Moonrise Kingdom, mais j'ai trouvé ça quand même bien. Voilà, ça passait mieux que ces deux précédents, donc... Mais je trouve ça quand même dommage que, justement, depuis quelques années, les films de Wes Anderson, un peu comme les films de Shyamalan, quoi, depuis le Covid, ils m'intéressent de moins en moins, quoi, et chaque film qu'ils font, je les trouve moins intéressants que le précédent. Là, The Phoenician Scheme, ça remonte un peu la barre par rapport à ces deux derniers, mais... Enfin voilà, quoi, c'est pas un film que je reverrai tous les jours non plus. Ballerina, le premier spin-off, peut-être, de la saga John Wick,
Et c'était vraiment un très bon film d'action, hein. L'action était vraiment très bien filmée, très bien mis en scène, il y avait pas mal de bonnes idées. J'ai vraiment bien aimé, bien aimé le film, tout ce qu'ils l'ont fait. Hein. Je vais aller le revoir une deuxième fois au cinéma parce que c'était vraiment très stylé, ça marchait vraiment bien. Après Life of Chuck, alors ça c'est un film dont les gens ont beaucoup parlé sur internet hein, quand il est sorti. Le film était très sympa, hein. C'était vraiment très très cool. La scène de danse au milieu du film, magnifique, génial. Hein. C'est pas pour rien s'ils ont pris cette scène pour illustrer l'affiche du film, hein, parce que vraiment c'est la scène de bravoure du film, c'était vraiment quelque chose. Et ouais, non, le film était vraiment très sympa. Elio, le nouveau film d'animation Pixar, je le trouvais bien. Voilà, c'était simple, c'était simple dans tout ce qu'il faisait, mais j'ai trouvé que ça marchait très bien, c'était touchant, émouvant, j'ai trouvé que c'était un bon Pixar, hein, ça marchait bien. Après F1, ou F1 le film, je sais pas trop comment c'est quoi le titre officiel, puisque là il y a écrit F1, mais j'ai vu aussi quand j'étais au cinéma il y avait écrit F1 le film, bref, c'est par le réalisateur de Top Gun Maverick, donc là c'est Top Gun, c'est vraiment la même chose hein, que Top Gun, mais avec des voitures. Et contrairement à Top Gun en 2022, ce film-là, je l'ai vraiment bien aimé. Hein. C'était vraiment très sympa. Alors que pour les critiques, c'est l'inverse. Hein. Les critiques avaient adoré Top Gun à l'époque, alors que là, F1, les critiques ont été beaucoup plus sévères, alors que c'est vraiment le même film, mais avec des voitures. Quoi. Donc je comprends pas trop pourquoi là, les gens, ils ont pas aimé, mais bon, bref, c'est comme ça. Après 13 jours et 13 nuits, donc ça c'est un thriller français, plus un thriller d'action, français qui marchait bien, voilà, sans être transcendant, c'était vraiment cool, c'était bien fait. Après Megan 2.0, donc c'est la suite du film du coup Megan, que j'avais pas vu au cinéma à l'époque, je l'ai rattrapé en DVD chez moi, mais du coup le premier film j'avais trouvé sympathique sans plus, quoi, voilà, c'est un film d'horreur sans vraiment d'horreur, j'ai pas trouvé ça très... C'était pas nul, mais ça m'a pas fasciné. Par contre, quand j'ai vu la bande-annonce du 2 sur YouTube, là, pour le coup, vraiment, ils ont complètement abandonné le côté horreur pour partir dans un pur film d'action délirant où on fait n'importe quoi. Maintenant, Megan, c'est une agent secret, elle a des gadgets et tout. Enfin, pour le coup, la bande-annonce vendait un film ultra fun, et quand je l'ai vu, je me suis dit, non mais ils sont partis dans un délire n'importe nawak et tout, pour le coup, j'avais vraiment envie de voir le film, j'avais envie de voir le délire, et en effet, le film, cette suite est un gros délire, mais c'est un gros délire que moi j'ai bien aimé, quoi. Ils vont à fond, il y a des combats avec des IA, enfin voilà, là du coup avec une autre IA et tout, t'as Megan qui a construit un bunker sous la maison de l'héroïne et tout, sans qu'elle s'en rende compte, enfin, voilà, j'ai bien aimé, voilà, c'était vraiment fun et cool, hein. Pour le coup, ils auraient dû faire ça au lieu d'essayer de faire de l'horreur dans le premier film, mais voilà, cette version-là, pour le coup, de Megan, cette suite, j'ai trouvé très fun, hein, moi j'ai bien aimé. Et à la toute fin du film, c'est rapide, mais ils essayent vite fait d'avoir un petit propos sur l'intelligence artificielle, sur l'IA, en faisant un parallèle entre l'IA et l'enfant du coup de Katie, de l'héroïne. Et en gros, ils te disent que en gros les IA, c'est un peu comme des enfants et il faut les éduquer comme tels en fait, comme des enfants. Si justement on veut qu'elles soient pas malveillantes, c'est à nous de leur montrer la bonne voie au lieu de les considérer simplement comme des objets. Voilà, donc c'est juste une phrase vite fait à la fin du film, mais j'ai quand même bien aimé l'approche et la petite réflexion qu'ils essayent d'avoir sur l'IA, j'ai trouvé ça plutôt cool. Ça change aussi de la plupart des autres films où c'est juste « Ah, l'IA c'est méchant et c'est pas bien et faut la détruire ». Là pour le coup il y avait un propos un peu différent que j'ai plutôt bien aimé. Jurassic World Renaissance, donc le 4e Jurassic World en soi, mais qui lance une nouvelle trilogie avec des nouveaux personnages, donc on est mais qui prend quand même la suite de ce qu'on avait vu après Jurassic World 3, et ce du coup 4e film et nouvel opus de nouvelle trilogie, il était sympa sans plus, je trouve, parce qu'il est réalisé par Gareth Edwards, et Gareth Edwards, je trouve qu'il sait vraiment pas créer des personnages et faire de l'émotion, quoi. Sauf dans The Creator que j'avais bien aimé, mais comme dans Godzilla et dans Rogue One, et là aussi dans son Jurassic World, il y a des bonnes scènes d'action, il y a une bonne mise en scène,
mais les personnages osef total, quoi, comme dans ses autres films. C'est vraiment, il sait pas faire des personnages, il sait pas faire de l'émotion, il sait pas comment ça marche. Donc, enfin, après, on verra comment, dans une suite, puisque le film, il a cartonné, hein, il a fait 860 millions de dollars au box-office mondial, donc il y aura un 5e Jurassic World. Donc on verra comment un autre réalisateur va traiter les personnages et les fera évoluer. Mais, enfin, en tout cas, ce film-là, c'était pas mauvais, mais peut mieux faire. Après, matérialiste, donc bon, là c'était pour aller voir un film un peu différent, parce que c'est pas vraiment le genre de film que je vais voir d'habitude, mais c'est sur un sujet que je trouve intéressant, et le film était plutôt intéressant à ce sujet. C'est pas mal la phrase que je viens de faire, mais ouais, non, le film était plutôt pas mal. Après, L'accident du piano, le nouveau film de Quentin Dupieux, et c'était vraiment bof, pour le coup. On quitte un peu les trucs fun et cool que j'avais bien aimé dans Dali, et même aussi un peu dans le deuxième acte. Là, c'était... l'accident de piano, pardon, c'était vraiment pas terrible. Hein. C'est une vision, une représentation un peu cliché des youtubeurs, enfin des gens qui font sur internet, quoi. Voilà, ça non plus, j'ai pas trop aimé. Donc bof, hein, j'ai trouvé. Le film qui a le plus fait parler Internet cette année, je pense, enfin, moins que K-pop Demon Hunter peut-être, mais qui a pas mal fait parler sur la toile pendant un moment, hein, le nouveau Superman, du coup, réalisé par James Gunn, qui lance, du coup, un tout nouvel univers DC, et qui efface l'ancien univers qu'on connaît depuis 2013, ce qui forcément me chagrine un peu, parce que, cet univers étendu DC, donc le DCEU, DC Extended Universe, je le connais depuis le début, depuis Man of Steel 2013, depuis 10 ans. J'ai grandi avec les films, avec les personnages, donc forcément, je trouve ça un petit peu dommage de devoir dire au revoir à tout ça, de tout laisser tomber, de tout rebooter. Forcément, ça me touche. Mais bon, voilà, forcément, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Ils ont décidé de tout rebooter. Voilà, ils rebootent tout. Même si l'univers d'ici qu'on connaît, enfin depuis 2013, était censé déjà être rebooté avec le film The Flash. Si j'ai bien compris, en fait. C'est avec le film The Flash, où Flash voyage dans le temps et change la timeline, et c'était censé être le moyen de rebooter un petit peu diégétiquement l'univers d'ici, pour sortir les 2-3 acteurs qui voulaient plus être là, pour repartir sur de nouvelles bases. Mais du coup, ils ont décidé d'effacer ça aussi, en fait. Parce que le film Flash, c'était vraiment censé rebooter un peu l'univers et lancer une nouvelle direction. Mais du coup, ils ont aussi rebooté le reboot, en fait. C'est ça qui est marrant. Mais du coup, bon, ce nouveau film Superman, c'est Man of Steel et Henry Cavill sera toujours dans mon cœur, mais c'était bien, voilà, ce Superman 2025... ça restait bien, voilà. Je trouve ça toujours un peu décevant que, comme avec Spider-Man Homecoming, on commence un nouveau Superman in media res, quoi, donc sans montrer ses origines, parce que du coup, je suis un peu moins attaché à lui. Bon, alors après, oui, il y a plein de gens qui te disent que, oui, mais Superman, on connaît déjà son origin story par cœur, on l'a vu 10 000 fois, on n'a pas besoin de la revoir une énième fois de suite parce que c'est Superman. Je suis pas tout à fait d'accord, parce que même si c'est Superman, c'est quand même un nouvel acteur, c'est une nouvelle incarnation de Superman, donc faut quand même qu'on s'attache à lui, il faut quand même le présenter. Et ensuite, personnellement, moi quand j'ai vu Man of Steel en 2013, je connaissais rien de Superman. J'avais vu vite fait les dessins animés quand j'étais petit, mais toute l'origine story de Superman avec Krypton, tout ça, j'y connaissais quasiment rien. Du coup, quand j'ai vu Man of Steel, c'est heureusement que Zack Snyder a refait toute l'intro de Superman, parce que du coup, moi, c'est comme ça que j'ai découvert. Mais du coup, pour des gens qui connaissent rien à Superman et qui vont découvrir Superman dans ce film, il y a plein de choses qu'ils verront pas, tu vois, ils vont pas voir Superman se construire. Donc oui, on connaît l'origine story de Superman, peut-être, mais pas tout le monde. Moi, quand j'ai vu Man of Steel en 2013, je ne la connaissais pas. Et j'ai découvert comme ça. Donc voilà, quoi, faut pas penser que à soi quand on va au cinéma, hein, faut penser large, faut penser au grand public. Et donc ce nouveau Superman, qui du coup lance un tout nouvel univers d'ici, on verra ce que ça donnera dans le futur. Hein. Il y a eu déjà une bonne annonce de Supergirl pour le film Supergirl qui va sortir en 2026, qui est sorti. Donc on verra ce que ça donnera. Hein. On verra.
Je suis toujours triste qu'on annule l'ancien univers, mais bah, pour ce nouvel univers qui se lance, bah, on peut que leur souhaiter bonne chance. Ensuite, Eddington, le nouveau film de Ari Aster, qui fait encore une fois un film très différent. Et quand j'avais vu Hérédité en 2018, enfin quand la sphère cinéphile a vu Hérédité en 2018, on s'est tous dit ah waouh, c'est génial, Hérédité, Ari Aster, c'est vraiment un nouveau réalisateur d'horreur qui émerge et tout, trop cool. Sauf que bah, vu les films que Ari Aster a fait ensuite, bah au final, on l'a un petit peu trop étiqueté on l'a étiqueté un peu trop vite comme nouveau réalisateur d'horreur, quoi. Parce que bah déjà, Boys Afraid, c'était très différent, et là, Eddington, bah c'est plus de l'horreur. Donc on est peut-être allé trop vite avec Hérédité en se disant ouais, génial, c'est un nouveau réel d'horreur et tout, ça va être son truc. Bah au final, peut-être que l'horreur, à proprement parler, c'est pas son truc, en fait. Puisque bah là, justement, Eddington, c'est pas de l'horreur. Donc voilà, voilà, ne pas ranger trop vite les réalisateurs dans une case, puisque bah forcément quand j'ai vu Eddington, bah forcément je me suis dit ouais bof, c'est pas terrible, hein. J'ai trouvé le film pas terrible, parce que bah moi je reste sur ce que j'avais ressenti sur Hérédité il y a 7 ans, mais justement bah c'était son premier film, et bah ranger un réalisateur dans une case dès son premier film, c'est pas une bonne idée, parce que bah là, vu la carrière, vu les films qu'il a fait par la suite, je pense qu'il refera jamais un film comme Hérédité, je pense. Donc faut abandonner cette idée, je pense, et il faut voir ce qu'il fera par la suite. Il faut oublier aussi cette idée de vouloir retrouver le Ari Aster de Hérédité, parce que c'est un peu l'idée que j'ai à chaque fois que j'allais voir un nouveau film d'Ari Aster. Sauf que bah c'était son premier film, et là du coup bah il va partir sur d'autres choses, je pense. Donc voilà quoi, on a été peut-être un peu trop vite avec ce réalisateur. Les 4 Fantastiques Premier Pas, donc le 3e et dernier film Marvel de cette année, qui est la nouvelle adaptation, encore une fois, des 4 Fantastiques. Le film était très sympa, hein, ça marchait bien, hein, c'était plutôt pas mal. Même si... Attendez. Voilà quoi, Moi, c'est cette version des 4 Fantastiques que j'ai découvert. Enfin, c'est avec cette version que j'ai découvert les 4 Fantastiques dans les années 2000. Et c'est très personnel, hein, mais moi j'aurais toujours une préférence pour celui-là, du coup, avec Chris Evans, avec Ioan Gruffudd, tout ça. Le 2, le surfeur d'argent. Avec le surfeur d'argent, il est vraiment super cool. Donc, moi j'aurais toujours une préférence pour celui-là, dans mon cœur, mais cette nouvelle version, elle était très cool aussi. Après, on a le nouveau film de Luc Besson, donc Dracula, une nouvelle version de Dracula. Et c'était un film bien fait, mais qui m'a pas intéressé. Qui m'a pas beaucoup intéressé, quoi. Il y avait 2-3 scènes de bien, genre notamment t'avais une scène de danse à travers les âges et tout, t'avais un montage comme ça qui était bien, que j'ai bien aimé, mais sinon le reste du film, c'était bien fait, mais ça m'a pas fasciné. Ensuite, Évanoui, le film d'horreur de l'année, peut-être, hein, enfin celui en tout cas dont on a le plus parlé sur internet. Le film était très sympa, hein, je l'ai bien aimé, c'était assez surprenant, et c'était aussi un film d'horreur, mais qui comportait énormément d'éléments comiques, volontaires, hein, c'est pas le film qui est tellement nul qu'il en devient comique, non, le film est vraiment... Enfin, il y a vraiment des blagues à certains moments qui sont volontaires, quoi. Le film veut aussi faire de l'humour. C'est un peu la mode cette année, hein, comme avec aussi Destination Finale, là, et The Monkey aussi, qui sont des films d'horreur avec pas mal d'humour. Et celui-là aussi, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu la mode en ce moment de rajouter de l'humour dans les films d'horreur. Et je suis allé voir le film avec ma sœur au cinéma, et elle a une théorie, carrément. Elle pense que les producteurs rajoutent de l'humour dans les films d'horreur pour essayer d'attirer un public qui n'aime pas les films d'horreur, quoi. Parce que on sait qu'il y a une grande partie du grand public qui va pas voir des films d'horreur parce qu'ils aiment pas ça. Donc du coup là, rajouter de la comédie dans les films d'horreur, ça permet d'atténuer un peu le côté horreur, et du coup amener un public qui va pas voir ce genre de film en salle, quoi. Et vu que le dernier Destination Finale, quand même, il a fait 300 millions au box-office, et même Évanoui aussi, ça a bien marché, ça a fait plus de 200 millions au box-office. Quand même, c'est pour un film d'horreur sorti en août,
et qui est original aussi, c'est assez surprenant, donc il y a peut-être du vrai dans cette théorie pour le coup. Nobody 2, donc 4 ans après le film Nobody, dont j'avais fait une critique en 2021, et cette suite, comme le premier, ça atteint pas vraiment la maestria du premier. Moi j'avais adoré le premier, mais dans celui-là on retrouve tout ce qui était de bon, tout ce qui était bon dans le premier, quoi. Des bonnes blagues, de l'humour, des scènes d'action sanglantes, bien faites, bien délirantes, généreuses surtout, et c'était vraiment cool comme film, hein, j'ai bien aimé. Ensuite je suis allé voir En Boucle, donc c'est un film japonais sur une boucle temporelle, comme l'année dernière, comme à lundi, justement. Et sauf que là, c'est avec un dispositif complètement différent, puisque là, les personnages sont enfermés dans une boucle de 2 minutes 50, si je me souviens bien, 2 minutes à peu près. Et donc, toutes les 2 minutes, la boucle repart. Et donc, du coup, tout le film, c'est ça, en fait. C'est 35 boucles, si je me souviens bien. C'est parce que je les ai comptées dans le film, mais il y a vraiment 35 mêmes fois à peu près la même boucle dans le même lieu qui dure 2 minutes à chaque fois, et chaque boucle est entièrement filmée en plan séquence en fait. Donc c'est vraiment 35 plans séquences comme ça pendant 1h30, et donc on voit tous les personnages dans cette station thermale qui du coup vivent le truc, tu vois, voient que le temps recommence et qui essayent de trouver une solution et tout, qui essayent de s'en sortir, et tout le film est comme ça, et c'était vraiment très bien, quoi. Le parti pris marche bien, le dispositif et la mise en scène sont très bien menés, et ça marchait vraiment bien. Adieu Jean Pat, ça c'est pour moi la meilleure comédie française que j'ai vue cette année, parce que j'ai pas vu toutes les comédies françaises qui sont sorties cette année, heureusement, mais de toutes celles que j'ai vues cette année, celle-là c'est la meilleure, parce que celle-là elle était vraiment drôle, hein. C'est Hakim Djemili qui joue un mec qui va aller à l'enterrement d'un de ses amis d'enfance qu'il déteste. Voilà, du coup ça crée un décalage, il va y avoir un décalage comme ça pendant tout le film, puisque tout le monde est persuadé que lui il est dévasté parce que c'est son ami d'enfance alors qu'il le déteste. Et du coup l'humour dans le film marche bien, il y a pas mal de comiques de situations, de blagues qui sont vraiment drôles, hein. J'ai pas mal ri, hein, comme tous les gens dans ma salle, hein. On a bien rigolé, et c'était vraiment très cool comme film, hein. Ça marchait bien. Escape from the 21st Century, c'est un film chinois d'action science-fiction sur 3 jeunes qui voyagent dans le temps en éternuant. C'est un peu un film dans le même style que Everything Everywhere All at Once, qui est sorti il y a 3 ans et que j'avais pas aimé. Et ce film-là, chinois, pour le coup, je l'ai bien aimé, pour le coup, je l'ai beaucoup plus aimé, parce que j'ai trouvé mieux rythmé, plus drôle, et il n'y avait pas non plus tout le côté philosophique, social, un peu pompeux de Everything Everywhere, et ce film-là, il était plutôt sympa. Exit 8, donc c'est un film d'horreur japonais adapté du fameux jeu vidéo dont j'ai pas mal vu de let's play, notamment ceux de Squeezie sur YouTube, et le film était très sympa. Voilà, c'était une bonne reproduction, c'est une bonne adaptation du jeu vidéo, je trouve, qui marchait bien. Dalloway, c'est le nouveau thriller par le réalisateur Yann Gozlan, qui avait fait Boîte Noire il y a 4 ans aussi, en 2021. Et là du coup c'est avec une intelligence artificielle, tout ça dans le futur. Le film était plutôt bien, voilà, c'était un bon thriller, la science-fiction marchait bien globalement, c'était plutôt cool. Ensuite, Une bataille après l'autre, c'est le nouveau Leonardo DiCaprio. C'est un film qui était vraiment bien fait, il y a des bonnes performances d'acteurs, il y a plein de bonnes scènes, comme la scène de course-poursuite à la fin, il y a pas mal d'humour aussi qui marche bien. Donc le film marchait bien, mais ça m'a pas du tout intéressé, quoi. Voilà, ça m'a pas du tout parlé, j'ai pas trouvé ça intéressant, c'était bien fait, je me suis pas ennuyé. C'est le seul truc que j'ai retenu, c'est que la fille de DiCaprio, elle a les mêmes habits que Sunset Shimmer dans Les Jeux de l'amitié. Elle a une veste en cuir noir au-dessus d'une robe bleue, voilà, donc comme Sunset Shimmer. Et oui, c'est le seul truc que j'ai retenu du film. Marche ou crève, c'est réalisé aussi par le réalisateur de Hunger Games, donc Francis Lawrence, qui a fait un nouveau film sur un Battle Royale, entre guillemets, enfin sur un jeu mortel. Et le film était très bien, voilà, c'était vraiment prenant, c'était vraiment super cool.
Et du coup, ce réalisateur, il est vraiment bon pour faire les films de Battle Royale. Ou en tout cas, les films sur des jeux mortels, hein, voilà. C'est un peu son truc, hein, voilà, parce que ça marchait vraiment bien. Ensuite, je suis allé voir Big Bold Beautiful Journey. Voilà, donc c'est un film qui avait l'air un peu intriguant. Et c'était beau. Voilà, il y avait de belles images, il y avait une bonne mise en scène. Mais après, le film était dans un... J'allais dire délire, mais... C'est un peu un délire, mais le film est plutôt dans son truc. Voilà, le film fait son truc. Le film est dans un trip dans lequel je suis pas rentré, personnellement. Super Grand Prix, alors ça, c'est le film de l'Europa Park, hein. C'est pas une blague, hein, c'est l'Europa Park qui a fait un film d'animation avec ses mascottes, pour essayer un peu de mettre en avant le parc d'attractions et tout, que j'y suis jamais allé, mais j'aimerais bien y aller pour le coup. Mais là, pour le coup, le film fait pas la promotion du parc d'attractions, hein, c'est un film original, juste qui met en scène les mascottes du parc. Et j'ai trouvé le film moyen, mais l'animation était bien. Après, il y a Nouvelle Vague, donc c'est comme son nom l'indique, qui parle qui va se concentrer sur Jean-Luc Godard et sur le film À bout de souffle. Je sais pas pourquoi j'ai eu envie d'aller voir ce film, mais je sais pas, quand j'ai vu la bande-annonce au cinéma, j'ai eu envie d'aller voir, voilà, comme ça, et j'ai trouvé le film sympa, voilà, ça marchait bien. Chainsaw Man, le film, l'arc de Redze, donc qui est la suite officielle pour le coup de la saison 1, qui était sortie il y a 3 ans quand même, en 2022 si je me souviens bien, et le film était vraiment très très cool, hein, ça marchait bien, j'ai bien aimé. Pardon. L'homme qui rétrécit, donc avec Jean Dujardin, c'est un film français. Le film était pas mal, voilà, j'ai bien apprécié, sans plus, ça marchait bien, je trouve. Arco, et ça pour le coup c'était vraiment super bien. Voilà, c'était très très cool. Voilà, c'est un bon film, poétique, prenant, vraiment, voilà, vraiment bonne ambiance et tout, vraiment très cool, c'était très très cool. Yoroi, il y a un film français fantastique avec Orelsan qui part affronter des yokai au Japon. Et... j'ai pas beaucoup aimé le film. Il y avait pas mal de trucs bien faits, notamment les yokai, mais personnellement j'ai pas aimé, je suis pas rentré dans le truc. Ensuite on a Insaisissable 3. C'est enfin quand même, hein, c'est le 2 est sorti au cinéma en 2016, il y a 9 ans. C'est les mecs, ils ont pris leur temps, quoi. Et ce nouvel opus, il était très sympa. Après, il y a pas mal de trucs, surtout au niveau du scénario, auxquels j'ai pas accroché, notamment le fait que là, les 4 cavaliers de base se sont séparés pendant... Du coup, il faut vraiment comme s'il y avait eu 9 ans qui se sont écoulés depuis le 2e, et du coup, les 4 cavaliers se reforment pour aider une nouvelle équipe de jeunes magiciens pour faire un coup. Enfin, plutôt les 5 cavaliers, puisque du coup, on revoit aussi vraiment la meuf du 1 et du 2. Et bon, ça pour le coup, le fait d'avoir la nouvelle génération de magiciens qui vient un peu éclipser les 4 cavaliers de base, bon, ça j'ai pas beaucoup apprécié, parce que bon, quand même, c'est insaisissable. On est là pour les 4 cavaliers, enfin les 5 cavaliers, du coup, de base, c'est eux les héros. Donc là, le fait de pas mal insister sur des nouveaux venus et tout, ouais, bon, c'est pas le truc que j'ai le plus kiffé du film. Mais le film était quand même très fun, hein, voilà, ça marchait bien, il y avait pas mal de bonnes idées visuelles, avec les tours de magie, pas mal de bonnes idées de mise en scène, ça aurait été très sympa dans l'ensemble, et le film a bien marché aussi au box-office, et ils sont déjà en train de travailler sur le 4, donc moi je suis pour, hein, voilà, j'irai voir le 4, je suis déjà dans le train. Ensuite, Running Man, le nouveau film de Edgar Wright, c'était très sympa comme film, hein, ça marchait bien, c'était cool. Ensuite... Shadow's Edge, ou The Shadow's Edge, c'est le nouveau Jackie Chan, hein, donc le nouveau film d'action avec pas mal de cascades et tout, de scènes d'action impressionnantes. Le film marchait bien, les scènes d'action étaient vraiment cool avec Jackie Chan, qui fait encore des scènes d'action à 70 ans, mais ça marchait bien dans le film, hein, les cascades et tout, et les combats étaient vraiment bien, donc c'était cool, hein, c'était un bon film d'action.
Gérald le Conquérant, c'est le nouveau film de Fabrice Eboué, qui a un peu le même principe que Tout simplement Noir. Donc c'est un faux documentaire sur un mec qui est complètement obsédé par un truc. Et là c'est un mec qui veut faire un parc à thème sur la Normandie. Le film était très sympa, voilà. Pour le coup, c'était comparé à Tout simplement Noir par exemple, parce que c'est à ça que je compare. C'était moins bien que Tout simplement Noir, mais après en soi, le film était très sympa, il y avait pas mal de bonnes blagues, l'humour marchait bien, c'était très cool. Résurrection, hein, c'est un film chinois qui est le nouveau film du réalisateur Bigan, dont j'ai fait la critique d'un film en 2018, si je me souviens bien, où il avait fait un plan séquence d'1h30 en 3D. J'avais fait la critique de ce film-là à l'époque sur ma chaîne, et donc là c'est ce nouveau film. Et en plus dans ce film-là, il t'a encore fait à la fin un plan séquence de plus d'une demi-heure. Enfin, bref. Mais du coup, ce film-là qu'il a fait, je l'ai trouvé beau, bien mis en scène, mais c'est un délire. Quoi. Donc j'ai pas été à fond dans le truc, mais c'était bien fait, il y avait de belles images, je me suis pas ennuyé, au moins, le film dure 2h30. Pas fan, mais bien fait. Voilà. Et pour finir, le dernier film de l'année que j'ai vu, enfin le dernier film que j'ai vu cette année, et que j'ai vu aujourd'hui, là, ce matin même, c'est Chasse gardée 2, c'est la suite du coup de la comédie française qui était sortie il y a 2 ans, avec aussi Hakim Djemili, et le premier je l'avais trouvé plutôt marrant, et donc du coup j'avais envie de voir cette suite, cette suite qui était vraiment drôle aussi, c'était bien, il y avait des bonnes blagues, je me suis bien marré, ça fait partie des vraiment bonnes comédies françaises qu'il y avait cette année. Il y avait pas mal de trucs, c'était cool. J'ai la langue sèche. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. C'est terminé pour les films de 2025. Donc on verra par la suite, après mon bilan, pour les pires films de cette année et à l'inverse pour les meilleurs films. Donc on verra laquelle des deux je ferai en premier, mais peut-être les pires films je ferai d'abord, histoire de finir du coup sur une bonne note. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la commenter pour me dire ce que vous avez pensé de tous les films dont j'ai parlé si vous les avez vus. N'hésitez pas aussi à mentionner des films dont je n'ai pas parlé, pour me dire ce que vous en avez pensé. Partagez également ma vidéo sur les réseaux sociaux si ça vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer toutes mes prochaines vidéos. Salut!